fait autour de la ville, place. La 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 la. Vite au travail, on s'éveille assez vite, vite. La 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 la. La belle vie, en vérité, la belle vie. Pour un barbier de qualité, de qualité. Le 27 avril 1784, Paris explose de joie. La nouvelle pièce de Beaumarchais vient de sortir sur les planches. Riches et pauvres, puissants et modestes, tous se pressent pour découvrir le mariage de Figaro. Nous sommes en 1784, à l'aube de la Révolution française. Beaumarchais est au fait de sa carrière, c'est déjà quelqu'un de populaire qui a réalisé des pièces de théâtre connues dans le grand public, dans lequel il dénonce les abus de l'Ancien Régime. C'est un homme dont le talent d'écriture s'est révélé auprès des foules avec le Barbier de Séville. Place, fait autour de la ville, place. La 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 la. Il obtient, après d'homériques combats judiciaires, la reconnaissance de ce qu'on appelle aujourd'hui les droits d'auteur. Beaumarchais est ainsi à l'origine de la création de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques qui existe encore aujourd'hui et qui protège les revenus des écrivains. Dès 1778, la pièce aurait déjà été terminée par Beaumarchais, qui en fait la conçoit comme étant la suite du Barbier de Séville. En 1781, elle est présentée aux comédiens de la Comédie Française qui acceptent avec enthousiasme de la présenter sur les planches. Cependant, il reste un obstacle de taille. La pièce doit encore passer devant la censure royale. Or, dans cette pièce, Beaumarchais critique les abus de la royauté, critique la Bastille, présente du libertinage, des amours incestueux, autant de choses qui existent à l'époque, mais que personne ne veut voir, et encore moins le roi Louis XVI. Afin de faire autoriser son œuvre, Beaumarchais réalise une campagne d'opinion autour du roi. Il se met dans la poche le comte d'Artois ou encore l'héritier du trône de Russie. La pièce circule dans les salons, déclenchant de fortes oppositions ou au contraire des ralliements sincères. Quelle ironie du sort quand on y pense bien. Finalement, après être passée devant 6 censeurs, la pièce peut être présentée au public le 27 avril 1784. C'est un succès monstre. Et Beaumarchais, toujours en quête de séduire l'opinion, va même dédier les recettes d'une des représentations à une association qui vient de créer. Cette association vient en aide aux femmes qui ont décidé d'allaiter leurs enfants. L'opinion, toujours l'opinion. Et de l'opinion, Beaumarchais va en avoir besoin. Au carême 1785, l'archevêque de Paris, Monseigneur de Juigné, ordonne aux fidèles catholiques de ne pas se rendre aux représentations de la pièce qui continue de faire salle comble, y compris en province. Un de ses opposants, un certain Suard, décide de le critiquer fortement dans son journal. Beaumarchais lui répond le 6 mars 1785 avec une phrase qui va provoquer un tremblement de terre. « Quand j'ai dû vaincre lions et tigres pour faire jouer une comédie, pensez-vous, après son succès, me réduire ?» Qui sont ces lions et ces tigres dont parle Beaumarchais? Suard va transmettre la lettre au comte de Provence, le frère du roi, et va le persuader que les lions et les tigres, en fait, ce sont des allégories représentant le roi et son frère. Alors là, ça va pas plaire du tout au roi qui va décider de faire arrêter Beaumarchais. Celui-ci va être arrêté et conduit à la prison de Saint-Lazare. C'est une prison dans laquelle on place les gentilshommes débauchés et les jeunes hommes qui ont fait quelques bêtises. Pour Beaumarchais, c'est l'humiliation. Cette décision, néanmoins malheureuse de Louis XVI, va lui coûter cher. Depuis sa cellule, Beaumarchais va alimenter une véritable campagne d'opinion et dénoncer le despotisme dont il est victime. Il va lever à la fois les intellectuels, mais également le peuple,
pour sa cause et va diffuser au maximum l'injustice dont il est victime. Les intellectuels écrivent dans leur correspondance, à ce moment-là, chacun se sentait menacé, à la fois dans sa liberté, mais également dans sa considération. La force de Beaumarchais, c'est d'arriver à personnaliser sa cause, à faire en sorte que tout le monde se sente impliqué. Il va tellement rallier d'opinions autour de lui, tellement provoquer l'indignation qu'il va être libéré au bout de 5 jours. Sa pièce connut un tel succès que Mozart en adapta une suite édulcorée pour la cour d'Autriche et qu'une certaine Olympe de Gouges en conçut une suite. Parmi les nombreux mots scandaleux pour l'époque que Beaumarchais eut dans sa pièce, il y a ces tirades qui sont d'une surprenante modernité. Il critique la justice, indulgente aux grands, dure aux petits, la censure, il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de personnes qui tiennent à quelque chose. Je puis tout imprimer librement sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. Il critique même le gouvernement, composé d'esprits médiocres et rampants, le roi en dénonçant les lettres de cachet. Il y défend même la condition des femmes de son époque. Son œuvre est un pamphlet, une dénonciation vigoureuse des abus de son temps, tant et si bien que l'on qualifiera plus tard le mariage de Figaro de véritable prélude à la Révolution française. Loin de Beaumarchais l'idée de vouloir provoquer une révolution. C'est un homme qui bénéficie aussi du système. Néanmoins, on peut dire que ces pièces ont contribué à libérer la parole au XVIIIe siècle, qu'elles ont contribué à dénoncer les abus d'une classe corrompue qui était la noblesse. Il va d'ailleurs souvent mettre en place une bourgeoisie triomphante qui est bridée dans son ascension par une noblesse d'ordre qui va les empêcher de monter plus haut. Si Beaumarchais ne va pas être directement, et avec une volonté claire, un précurseur de la Révolution française, ses œuvres vont être indirectement, quant à elles, des inspirations pour les révolutionnaires. Quand on y repense, c'est vraiment ironique, car toute sa vie, Beaumarchais a cherché à obtenir des titres, de la considération de la part des puissants, et finalement il va être aussi à l'origine de leur chute. C'est vraiment toute l'ironie, tout le paradoxe de la vie de Beaumarchais qui fait aussi sa richesse. Sa pièce va être traduite en néerlandais, en anglais, en allemand, ce qui va donc en faire un véritable succès européen. Et donc Beaumarchais va décider de se remarier. En effet, ses poches sont pleines. Il faut s'imaginer qu'une représentation, ça lui rapporte environ 6000 livres, évidemment à partager avec les comédiens, mais quand on sait que la pièce est rapidement arrivée à la 100e représentation, car elle a été représentée à Paris et en province, eh ben ça donne une idée quand même des revenus qu'il a réussi à dégager grâce à cette œuvre.